Un énorme scandale a éclaté en Ukraine. Des unités militaires du pays se sont affrontées dans l'un des meilleurs quartiers de toute la ville de Kiev. Nous parlons de la capitale de l'Ukraine et de l'affrontement qui a eu lieu début décembre entre le renseignement militaire du pays et son infanterie. Des faits absolument inconcevables que le régime de Kiev ainsi que les médias occidentaux vont tenter de dissimuler, quoi qu'il en soit, car ce qu'il représente est une véritable catastrophe, non seulement pour l'armée ukrainienne, mais aussi directement pour tout le pays. Le partage de l'Ukraine a déjà commencé. Les charognards ont déjà senti l'odeur du sang, car le régime de Kiev, en effet, vit déjà ces derniers instants. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé exactement. Comment est-il possible qu'en pleine guerre, des unités militaires du plus haut niveau soient en train, en gros, de se partager le territoire ? Quelles sont les conséquences de cela, surtout pour les gens ordinaires? Qu'est-ce que cela signifie au niveau mondial et que cela représente-t-il pour l'Ukraine? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est là que nous verrons comment. Les propres sources ukrainiennes assurent que ce n'est que le début de la fin, ou en d'autres termes, cela peut sembler simple, mais en réalité pas du tout. L'affrontement entre militaires vient confirmer la chute de tout un pays. Je suis Liusivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'actualité internationale la plus récente et bien sûr des toutes dernières nouvelles sur le conflit ukrainien. Des faits qui n'apparaîtront jamais dans les médias occidentaux. Nous commençons comme d'habitude au début. Des faits absolument inconcevables ont eu lieu récemment, notamment au début du mois de décembre, dans l'un des quartiers les plus puissants, les plus importants et les plus riches de la capitale de l'Ukraine. Nous parlons de Konchazaspe, qui est en quelque sorte, pour parler en termes espagnols, comme le quartier de Salamanque de la ville de Kiev. C'est-à-dire, c'est l'endroit où se concentre le plus de pouvoir et les plus grandes sommes d'argent. Là-bas, sur le territoire du sanatorium. Jov, qui se traduit de l'ukrainien par octobre, un nom assez typique de l'Union soviétique car la révolution d'octobre était alors très présente. Il est maintenant distribué directement parmi les militaires ukrainiens de plus haut niveau. Et cela, en réalité, ne vient pas seulement nous annoncer pratiquement la chute définitive du régime de Kiev, mais cela nous parle aussi des crimes de guerre que l'Ukraine est en train de commettre, en plein jour, et surtout de l'état réel des choses. D'un côté, sur le front, de l'autre, au sein même de la société politique ukrainienne. Ce qui, bien sûr, aura une énorme influence sur la société ukrainienne de manière générale. Nous allons maintenant passer directement aux détails. L'affrontement a été mené par les militaires du renseignement, que ce soit ceux du direction principale du renseignement qui obéissent aux ordres de M. Voudanov et les militaires ukrainiens ordinaires. Mais en réalité pas tant. L'une des unités d'infanterie, qui d'ailleurs est située dans la capitale de l'Ukraine. Au lieu d'être en ce moment même sur le front, voici une première information assez curieuse. Les réserves ukrainiennes s'épuisent, la situation au front devient de plus en plus mauvaise. Ils vont nous l'expliquer tout de suite, l'une des députées qui parle le plus du sujet de l'Ukraine et qui a d'ailleurs un lien direct avec le renseignement militaire. Mais il se trouve qu'alors que le front est en train de s'effondrer, ce qui est essentiellement une réalité. Il y a des militaires à l'intérieur de la capitale ukrainienne. Non seulement ils vivent paisiblement, sans avoir à faire face à aucun danger, mais en plus, ils se livrent à des activités criminelles, directement. Parce que dans ces faits, le parquet est déjà pleinement impliqué, ils ont même pris en otage des membres du corps d'infanterie qui étaient stationnés sur le territoire de ce sanatorium. Eh bien, et pas seulement ça, ils ont tiré dans tous les sens. En définitive, ce qui s'est produit là-bas, c'est le chaos le plus total, ce qui bien sûr est lié à la situation générale. Et maintenant, nous allons entrer encore plus dans les détails. Quelle unité militaire était présente? À quel endroit? Pourquoi? Et à la suite de quoi cet affrontement a-t-il eu lieu? Mais avant tout, il est très important, après avoir vu certains détails de ce qui s'est passé, de comprendre le contexte lui-même. Parce que, tout d'abord, cela est dû au fait que le front ne supporte plus la pression et en plus, la direction politique de l'Ukraine subit elle aussi sa propre pression.
Aux États-Unis, ils se sont fixés pour objectif d'obtenir la paix à tout prix et quel qu'en soit le coût. Il semble que cela soit devenu l'un des objectifs personnels de Donald Trump. On commence déjà à le remarquer à Vancouver. C'est-à-dire que le régime de Kiev traverse en réalité le même chaos qui s'est déjà emparé pratiquement entièrement du front ukrainien. Nous avons analysé ces faits en détail dans l'une des dernières vidéos de la chaîne. La Russie progresse actuellement à grands pas à Zaporijia, parmi de nombreuses autres directions du front où de multiples avancées de l'armée de ce pays sont en cours. En définitive, celle qui a le mieux défini cette situation est, sans aucun doute, l'une des députées les plus en vue de la Rada ukrainienne, c'est-à-dire du Parlement d'Ukraine, Mariana Bezukhler. Je ferai remarquer que Pokrovsk est déjà pratiquement capturé et que Mirnorad est complètement encerclé. Les Russes s'approchent de Zaporijia et ils ont déjà pénétré depuis longtemps à Kostiantynivka. Nous avons encore des failles dans la défense antiaérienne qui permettent aux drones russes d'entrer par certains couloirs fixes à l'ouest. La situation empire, Syrski reste en poste, l'état-major n'a pas été réformé, l'audit des troupes reste quasi inexistant et le Conseil de sécurité nationale est dirigé. Une personne mêlée à des enquêtes de corruption est proche du chef de cabinet du président, limogé lors de scandales. Le nombre de déserteurs de la CTH a dépassé le nombre de notre armée avant l'invasion à grande échelle de la Russie. Et il n'y aura pas de paix pendant plusieurs années. Beaucoup, je le souligne, ont une foi illusoire dans certains processus de paix. Ils continuent de croire en la CTCU, mais évitent la CTCU ou, en entrant dans le système, essaient de s'arranger avec la CTCU de différentes manières. La minorité lutte et certains continuent de manigancer par conviction. Je ne blâme toutefois personne. Maintenant, il faut guider les gens, leur faire confiance dans le système, comprendre leur chemin et savoir qu'on ne les enverra pas à la mort. Pour un simple regard en coin ou une publication sur Facebook, par exemple, faut-il déjà recourir à la justice militaire depuis hier ? Conditions d'utilisation recherche avec Shesetchi. Réduction des casernes, augmentation de la part du combat, élimination des unités inutiles et fictives. Augmentation de la rémunération des militaires grâce à l'audit et à la redistribution. Numérisation des ordres de combat. Analyse pour soi-même et pour l'ennemi, et non pour le colonel de l'unité opérationnelle tactique. Développement réel du corps des sergents. Accompagnement psychologique au combat, etc. Et il y a beaucoup plus. En général, avec une telle gestion, l'armée se bat pour elle-même par ses propres moyens en maintenant la résistance de manière décentralisée. Maintenant, ayant enfin un certain renouveau politique, sans aucun doute la relance du bureau du président. Nous avons besoin d'une réforme militaire pour sortir du cercle vicieux et ne pas devenir définitivement un hospice. Syrski doit démissionner et le commandement des troupes doit être assumé par de nouveaux commandants avec une réévaluation complète. Comme vous pouvez le voir, la députée en question parle de manière absolument ouverte de la catastrophe qui se déroule sur le front. En ce moment même, de la part des forces armées ukrainiennes, on demande la destitution du chef de l'armée ukrainienne, du commandant en chef Syrski, qu'ils tiennent pour responsable de tout le malheur que l'Ukraine subit sur le front. Et pendant que nous avons cela en toile de fond, c'est-à-dire la catastrophe la plus totale en termes militaires, la chute imminente de la défense ukrainienne qui est déjà en train de se produire, et ce, dans plusieurs directions. Les militaires des unités principales et des plus puissantes, ainsi que ceux appartenant à l'élite militaire du pays. Lisez. Le commandement, l'intelligence militaire de l'Ukraine sont impliqués dans des faits absolument honteux que le régime de Kiev fait tout son possible pour dissimuler. Cela, bien sûr, correspond au partage du pouvoir et de l'argent qui a lieu en ce moment même en Ukraine et que nous avons déjà vu et que nous continuerons à voir. Bien sûr, beaucoup plus en détail sur ma chaîne privée Telegram où apparaissent maintenant les dernières informations provenant des sources les plus fiables de mes contacts, qui se trouvent directement, que ce soit à Moscou ou en Ukraine, concernant ce qui se passe actuellement dans ce pays, par pression militaire préalable et pression directe des États-Unis. La chute du régime de Kiev devient pratiquement imminente et pour cette raison, les actifs ukrainiens se retrouvent essentiellement sans propriétaire. Ou, enfin, en ce moment, ils ont des propriétaires. Mais ce sont des propriétaires qui ne convainquent pas tous les puissants, ni toutes les élites d'Ukraine de la même manière. Donc maintenant, le chaos maximal commence, aussi bien sur le plan politique que, comme nous le voyons déjà,
pratiquement sur le plan militaire dans le pays, où ceux qui ont le plus de pouvoir et surtout qui ont la capacité d'utiliser la force à leur guise essaient d'en tirer le plus grand et le meilleur profit, c'est-à-dire s'emparer de la plus grosse part de ce gâteau qu'est l'Ukraine, surtout en termes financiers. Dans ce sens, bien sûr, ce n'est absolument pas un hasard si les militaires du direction principale du renseignement, les protégés de Boudanov, se sont affrontés entre eux. Qu'une grande quantité, qu'un grand nombre, qu'ils se sont affrontés, une grande quantité, qu'un grand nombre. Eh bien, et bon, et bon. Un grand centre commercial pourrait être construit à la place une fois la situation calmée et la guerre terminée. Parce qu'en effet, il semble que maintenant, les élites ukrainiennes le comprennent de plus en plus clairement. L'important, c'est qu'il reste quelque chose de l'Ukraine, même à ce moment-là, même si ce n'est que la capitale du pays. Et c'est là que le partage pourrait déjà commencer. Enfin, pour être plus précise, le partage a déjà commencé. En théorie, les droits sur le sanatorium en question appartiennent aux deux unités qui ont été les protagonistes du spectacle. Ce qui fait trembler en ce moment tout le régime de Kiev au complet. D'un côté, l'infanterie ukrainienne, sous la forme de l'unité militaire A4005, avait signé un contrat avec le sanatorium pour y installer ses militaires. Encore plus loin. Mais cela constitue directement un crime de guerre, non? C'est-à-dire utiliser une cible initialement civile et la transformer en cible militaire. Placer là-bas cet équipement militaire ou des unités militaires, ou les deux, comme dans ce cas, sur un objectif purement militaire. Ensuite, une bombe de la Fédération de Russie tombe là-bas et Zelensky parcourt toute l'Europe en disant que la Russie a attaqué. Un sanatorium où il devrait soigner les militaires, de pauvres enfants ukrainiens, ce que nous voyons déjà. Ce qui arriverait si cela se produisait réellement, que cela ait un rapport avec la réalité ou non. D'un autre côté, Bouddha, je ne l'ai pas été. Par conséquent, son armée, sous la forme du renseignement militaire, avait déjà conclu un accord sur ce même territoire avec d'autres types d'élites ukrainiennes. C'est-à-dire qu'en théorie, ils le revendiquent tout à fait logiquement. Vous voyez l'ironie? Et en plus, ces dernières années, au cours de la guerre, ils ont accumulé d'énormes quantités de pouvoir, ainsi que d'énormes quantités d'armement. En fin de compte, le renseignement militaire a toujours été bien supérieur aux simples soldats. Donc, ils sont simplement entrés sur le territoire du sanatorium en question pour rendre justice. De leurs propres mains, ils ont arrêté et même retenu, c'est-à-dire qu'ils ont pris des otages. À notre connaissance, au moins 10 militaires ukrainiens leur ont infligé de terribles passages à tabac. Il semble qu'ils les aient finalement relâchés. Quoi qu'il en soit, ils ont occupé le territoire du sanatorium et, en plus de cela, ils ont reçu de l'aide du GBR. C'est un peu comme le bureau d'enquête de l'Ukraine qui, en théorie, devrait poursuivre, entre autres, les plus grands criminels du pays. Mais il semble qu'ils préfèrent en fait les soutenir. C'est-à-dire tout le contraire, puisqu'ils sont arrivés et ont commencé à dresser des listes de tout ce qu'il y avait dans le sanatorium, avec l'intention effectivement de privatiser ce qui les intéressait pour eux-mêmes, pour Boudaïnov et compagnie. Le plus intéressant commence cependant après, puisque le propre Sirsk, c'est-à-dire le commandant en chef des forces armées d'Ukraine. En apprenant cet incident, il envoie son adjoint pour essayer de clarifier les choses. À ce Boudaïnov qui, une fois effectivement arrivé sur les lieux, est envoyé directement se faire voir. Nous donnons les ordres et commandons ce territoire, il est à nous par la loi, car nous l'avons décidé. En définitive, les choses en Ukraine deviennent vraiment compliquées en ce moment. Imaginez-vous jusqu'à quel point, puisque l'armée du pays, et même pas dans son ensemble, mais plutôt ses différentes unités, se partagent l'opansar le pays comme s'il s'agissait d'une tourte, en s'appuyant sur la force dont elle dispose réellement. Pendant ce temps, le régime de Kiev ne peut pas faire grand-chose. Le parquet général s'est déjà saisi de l'affaire, mais jusqu'à présent,
Nous parlons d'un incident qui s'est produit début décembre, c'est-à-dire qu'au moins une semaine s'est écoulée sans qu'ils aient pu clarifier à qui appartient le sanatorium ni qui va finalement y rester. Et l'infanterie ukrainienne continue de montrer des contrats absolument criminels, et pas seulement à l'intérieur de l'Ukraine, même au niveau international. Mais bien sûr, l'Occident ne dira absolument rien à ce sujet, et encore moins le régime de Kiev lui-même, qui en théorie soutient Boudaïnov. Mais en plus, il n'est pas en position de parler, et encore moins de... Le gouvernement les fait, que cela ait été fait, que de... Qu'il ait été prouvé que le gouvernement de Kiev en est la preuve, que le gouvernement ait apporté la preuve, que le gouvernement, que le fait prouve que le gouvernement. Kiev apporte la preuve que le gouvernement, Kiev a apporté la preuve que le gouvernement de Kiev a fait la preuve. Le gouvernement de Kiev a prouvé que le gouvernement n'a absolument rien à voir avec cela. C'est lui qui, jusqu'à présent, a coordonné tout ce territoire, c'est-à-dire qu'il a essayé de maintenir cet équilibre instable entre toutes les parties impliquées dans le partage du pouvoir en Ukraine. Et si en effet, il avait même tout le soutien occidental pour cela? Ou bien, pensez-vous vraiment que maintenant Donald Trump s'oppose à Zelensky pour je ne sais quelle raison, à cause de la corruption? Ou bien utilise-t-il plutôt la corruption pour atteindre ses propres objectifs? On ne sait pas très bien pour l'instant. Pourquoi? Peut-être, je dis ça comme ça, que cela aurait un rapport avec quelque chose dans les Caraïbes. Il s'agit de mettre fin, peut-être même définitivement, au conflit ukrainien. Quoi qu'il en soit, la question semble très claire, même si c'est incroyable. Au maximum, n'est-il pas censé ne plus y avoir de soldats en Ukraine? Ils traînent jusqu'au dernier gamin du pays, directement au front, en les jetant parmi les fantassins, bien sûr dans une boucherie qui ne s'arrête pas et que le régime de Kiev ne veut arrêter sous aucun prétexte. Mais pendant ce temps, les vrais militaires, ceux qui ont étudié et se sont entraînés pour cela. Ce qu'ils font en réalité, c'est décider qui finira par garder quelle somme d'argent ou quel territoire. Mais le pire de cette situation reste encore à venir, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'affirme une autre députée de la Rada ukrainienne, Madame Skarajot, qui d'ailleurs fait actuellement l'objet d'une enquête de l'agence anticorruption. Je vous rappelle qu'en fin de compte, cela se passe toujours en Ukraine, mais que c'est sous contrôle américain. Nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà vécu après 2014, tous les assassinats commandités. Nous nous souvenons parfaitement comment les grandes unités spéciales d'élite de l'une des unités les plus célèbres d'Ukraine volaient, n'est-ce pas? Nous nous souvenons des prises de maison, nous nous souvenons des prises de tout et n'importe quoi. Préparez-vous à ce qu'après la guerre, ce que nous avions soit multiplié par 20, peut-être même par 30, et en plus gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, chaque Ukrainien a quelque chose quelque part, certains ont une grande cachette, d'autres une petite. Quelqu'un a rapporté des grenades du front et les a offertes, quelqu'un a reçu des munitions en cadeau, quelqu'un une arme de poing, quelque part ils ont obtenu un trophée et quelqu'un un fusil. Et notre peuple est équipé d'armes jusqu'aux dents. C'est pourquoi la période d'après-guerre sera encore plus compliquée que la période de guerre. Il faut se préparer à cela et j'espère que d'une manière ou d'une autre, vous nous aiderez à y faire face. Nos partenaires occidentaux, y compris les États-Unis d'Amérique, et j'espère que d'une manière ou d'une autre, le système d'application de la loi pourra gérer tout cela, sinon nous aurons un chaos total et un désordre complet dans les rues et partout. Vous voyez, la députée l'a dit très clairement. Le plus grave reste encore à venir, puisque tous ceux qui ont reçu et qui détiennent encore d'énormes quantités d'armes, une fois que la situation en Ukraine deviendra de plus en plus chaotique, c'est-à-dire que la défaite du pays sera de plus en plus proche, eh bien, en effet, ils feront un pas en avant pour s'emparer de la plus grande part du gâteau possible. C'est peut-être précisément l'une des raisons pour l'instant. La députée en question, qui a récemment été l'une des plus critiques envers le régime de Kiev, fait actuellement l'objet d'une enquête pour corruption présumée. Cependant, attention, l'ANABU, en théorie, veut exactement que cette même députée, c'est-à-dire la chute totale du régime de Kiev ou du moins la capitulation de l'Ukraine et ainsi la résolution du conflit ukrainien. En d'autres termes, ces deux faits pourraient être totalement indépendants. Madame la députée
Vous avez été l'une des plus critiques envers le régime de Kiev ces derniers temps, du moins en ce qui concerne la capitulation. Madame la députée, dernièrement, vous avez été critique envers le régime de Kiev, ou du moins envers la capitulation de l'Ukraine. La députée Foro disposait de dizaines, voire de centaines de millions de hryvnia en bitcoin. Il vaudrait donc mieux distinguer ses propos de son intégrité présumée comme femme politique et personne. Cela dit, que les déclarations visant les dames Karajos soient moins politiques ou non. Ce qu'elle dit, c'est la réalité, une réalité indéniable. L'Ukraine traverse déjà ses pires moments en ce moment, mais ce n'est certainement pas la fin, car le pire est encore à venir. Et toute cette corruption qu'ils ont cachée si longtemps dans les médias occidentaux, une fois que le régime de Kiev tombera, et une fois qu'il sera absolument clair que l'Ukraine a déjà capitulé ou est sur le point de le faire, et qu'elle ne recevra plus un sou d'aide occidentale. En termes d'armement, boum. Eh bien, en fait, c'est précisément là que le pire commencera, car ce sera alors que les élites charognardes commenceront à déchiqueter impitoyablement le pays. Un malheur qu'à ce stade, on ne sait même plus dans quelle mesure il pourra être évité ou non. En fait, très probablement, au mieux, on pourrait seulement l'atténuer un peu, et cela dépendra de la rapidité avec laquelle le régime de Kiev signera l'accord de paix définitif. Mais je crains fort que ce moment soit encore bien loin d'arriver.